Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à vous. Ce soir, le mouvement constituant populaire vous propose un nouvel atelier dédié cette fois-ci aux questions constituantes. Ce direct devrait normalement durer 90 minutes. Il s'organise en deux parties. Une première partie dédiée aux questions des membres du maillage MCP et une seconde partie durant laquelle vous aurez la possibilité de proposer de nouvelles questions sur Facebook en faisant un commentaire sous la vidéo ou directement sur le site internet du MCP en utilisant le formulaire qui est lié à l'atelier du jour. Le thème de ce soir est consacré à l'état d'urgence sanitaire qui semble s'inscrire durablement dans nos vies avec ses règles d'exception, qui, nous le pressentons, ne saurait se justifier du seul fait que ce virus existe. Nous parlerons évidemment de constitution, des différents pouvoirs de l'État, de l'état de droit et de responsabilité, avec pour perspective l'espoir d'une réaction collective, citoyenne, qui nous permettrait de sortir de cette crise par l'instauration d'une vraie démocratie. Pour répondre à nos questions, nous avons la chance de recevoir un homme particulièrement bienveillant, qui est passé maître dans l'art de réveiller les consciences politiques et démocratiques des citoyens depuis sa première publication en 2005 à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne, jusqu'à encore aujourd'hui à travers son important travail d'éducation populaire autour de la démocratie et du rite constituant. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Étienne Chouard. Bonsoir Étienne. Salut Stéphanie. Lors de la préparation de cet atelier, j'ai cru comprendre que ce thème te portait particulièrement à cœur. Et je voulais savoir si tu voulais en parler avant que nous commencions la série de questions ou pas. Peut-être comme introduction, signaler que la période actuelle montre à quel point, et démontre à quel point nous sommes comme des écervelés de ne pas nous occuper du contrôle des pouvoirs, comme si tout allait toujours bien se passer. Là, en période de tempête, on va s'apercevoir de ce que c'est d'avoir aucun contre-pouvoir, d'avoir aucune puissance politique, aucune institution qui permette de résister à l'arbitraire. Ça fait 15 ans que j'essaye de souligner ce danger et de montrer que la meilleure protection contre les abus de pouvoir, ça va être des citoyens constituants, c'est-à-dire des citoyens dignes de ce nom. Et il y en a de plus en plus, un peu partout, pas seulement en France, il y en a un peu partout, mais il n'y en a pas assez. En tout cas, on n'a pas de recensement. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Si ça se trouve, il y en a plus que ce que je devine, mais il me semble que la façon dont l'État aujourd'hui abuse de ses pouvoirs est la démonstration du danger qui devrait normalement réveiller les gens, réveiller beaucoup d'endormis. Là, on voit bien que notre constitution est un fake, quoi. C'est pas une vraie constitution, c'est un faux. Et c'est parce que ceux qui l'ont écrite avaient un intérêt personnel à ce que l'impuissance des citoyens soit écrite et leur puissance à eux soit écrite aussi. Donc, à mon avis, on n'en sortira pas sans être constituant. Bon, on va essayer, on va voir ce qui, dans la situation actuelle, produit cette démonstration. Hein. Mais si vous cherchez dans la Constitution de quoi vous protéger, je veux bien chercher avec vous. Hein. Indiquez-moi des articles, des procédures qui pourraient nous permettre de résister. Vous allez voir que... Bon, on va détailler peut-être tout à l'heure. On va détailler, oui, avec la série de questions, parce que c'est vrai qu'on en a déjà récolté quelques-unes qui sont bien corsées. Et oui, effectivement, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'on va vraiment mettre le doigt sur
Là, c'est concret, c'est factuel en fait. Hein. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une interprétation. On voit bien que dans ce contexte-là, si vraiment on prend les outils soi-disant démocratiques qui sont à notre disposition, on se rend compte qu'on n'a aucun pouvoir et qu'on n'a que le rôle de subir ce que cet État nous impose. Donc, on va commencer peut-être par la base. Première question, pourrais-tu nous rappeler sur quelle base légale repose cet état d'urgence sanitaire? Pas dans la Constitution en tout cas. L'urgence sanitaire a été déclarée sans base constitutionnelle et personne ne se met en travers. Il existe un état d'urgence dans la Constitution, avec l'article 16. Il y a des contre-pouvoirs qui sont prévus dans l'article 16. Les contre-pouvoirs, ils sont tous factices dans la Constitution. Donc, mais bon, il y a quand même... Il y a une temporalité. Oui. Et puis, il y a... Oui. Alors, les garde-fous, c'est le Conseil constitutionnel et le Parlement. En fait, le Conseil constitutionnel et le Parlement sont des contre-pouvoirs bien timides quand même. Enfin bon, il faut quand même remarquer que le Conseil constitutionnel a bloqué depuis le début du régime Macron. On peut parler de régime, comme les journalistes parlent de régime quand ils parlent de dictature. Ils parlent du régime Assad, du régime Hussein, du régime Saddam Hussein, là. Ça signalait qu'on avait le droit de le bombarder parce que c'était une fausse démocratie, un système tyrannique. Mais on pourrait parler de régime Macron. Le régime Macron a essayé toute une série de lois liberticides, comme la loi Avia par exemple, et le Conseil constitutionnel s'est mis en travers de quelques-unes. Et donc dans l'article 16, il y a, on peut le lire, lorsque les institutions de la République... D'abord, il y a une description dans l'article des conditions dans lesquelles l'état d'urgence peut être décidé. Ça veut dire qu'on ne peut pas le décider n'importe comment. Il faut que la situation soit établie, sinon c'est inconstitutionnel. Donc là, c'est l'article 16, c'est lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate. Est-ce qu'on est dans ce cas-là? Est-ce qu'avec une épidémie, donc une maladie, est-ce que l'indépendance de la nation est menacée de façon grave et immédiate? Est-ce que l'intégrité du territoire est menacée de façon grave et immédiate? Non. Est-ce que l'exécution des engagements internationaux est menacée? Non. Donc effectivement, ces cas gravissimes ne sont pas la réalité. Donc il n'y a pas matière à déclencher un état d'urgence. Et si c'était le cas, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances, et en fait, il peut à ce moment-là devenir temporairement le législateur, temporairement il peut tout décider, il prend les pleins pouvoirs. Mais le Parlement se réunit de plein droit et l'Assemblée ne peut pas être dissoute pendant ce moment-là. Donc le Parlement reste convoqué et contrôle. Et après 30 jours d'exercice, le Conseil constitutionnel peut être saisi par un des présidents de l'Assemblée du Sénat ou par 60 députés ou 60 sénateurs pour vérifier que les conditions du premier alinéa demeurent réunies. Et il se prononce rapidement, le Conseil constitutionnel. Bon, avec l'état d'urgence sanitaire qui est anticonstitutionnel, l'exécutif se donne à lui-même les pleins pouvoirs. Bon, le fait qu'il passe par le Parlement est une formalité, mais qui est vide de sens. Il faut qu'on explique peut-être en une minute. C'est pas compliqué à comprendre, mais c'est très important à comprendre. Le rôle du Parlement, un des rôles du Parlement, c'est de contrôler le gouvernement.
et la justice, c'est de contrôler les deux autres pouvoirs. Contrôler le gouvernement, comment il peut faire? Il peut voter une motion de censure pour renverser le gouvernement? Oui, hein, c'est marqué dans la Constitution. Oui, mais pour voter une motion de censure, il faut avoir la majorité. Tout à fait. Or, le fait majoritaire, dans la 5e, détruit la séparation des pouvoirs et le contrôle des pouvoirs. Pourquoi? Parce que dans la Constitution, les élections législatives ont lieu juste après les élections présidentielles. Or, juste après l'élection présidentielle, c'est mécanique, ça dépend pas des candidats ou des situations, c'est toujours le cas. Juste après l'élection présidentielle, il y a un élan qui conduit les électeurs, juste après avoir désigné quelqu'un, qui les conduit à désigner aussi une assemblée législative conforme à l'élection du président pour que le président ait les pouvoirs de mener une politique. Donc, après l'élection de Macron, c'est certain que l'Assemblée législative, elle va être macronienne. Après l'élection de Hollande, c'est certain que l'Assemblée législative va suivre Hollande. Pourquoi? Parce que chaque député ne peut se présenter avec une chance de gagner que s'il a l'investiture du parti dont le chef de parti vient de gagner les élections. Donc Macron, quand il dit « toi, tu vas te présenter en mon nom, je te laisse, je te donne l'investiture, tu vas pouvoir te présenter en mon nom », et ça, c'est un ticket gagnant. Ça lui donne une grande chance, presque, pas une certitude, mais une grande chance de gagner. Et ça rend le député débiteur de celui qui lui a donné l'investiture. Et débiteur, donc après ça, c'est un serviteur. Surtout que ça dure 5 ans, mais après, il va falloir être réélu. Et c'est encore le président, le chef de parti qui a gagné les présidentielles, c'est encore lui qui va donner l'investiture pour être réélu. Donc le parlementaire, il dépend pour sa carrière, pour ce moment magique de sa vie où il va décider, il va réfléchir au bien commun, il va avoir une puissance d'agir. On va lui tendre le micro dans les médias, il va avoir toute son existence sociale, il va avoir beaucoup d'argent, il va être très bien payé pendant 5 ans. Il doit tout ça au président de la République. Et ça le rend complètement débiteur-serviteur, et ça donne un résultat qui existe depuis 1958. Hein. On les appelle, les parlementaires, on les appelle depuis 1958 des godillots. C'est des chaussures qui suivent les pieds, docilement, ils suivent les pieds du maître. On les appelle des godillots. On peut parler de serpillière, on peut parler de, quand on est poli, on parle de chambre d'enregistrement, qui sert juste à signer sans même lire, quoi. Hein. De toute façon, mais on le voit, c'est terrible. Dans le cas où des lois sont vraiment liberticides, terribles. Et le Parlement signe, c'est pas tout le Parlement, il y a une opposition. Il y a des gens qui sont pas d'accord du tout, qui tempêtent, mais qui ne comptent pour rien, puisque le fait majoritaire fait que c'est la majorité qui gagne et la minorité qui s'écrase. Elle peut tempêter, mais elle tempête, mais elle décide de rien. Donc, le fait majoritaire, il faut comprendre qu'il désactive complètement la séparation des pouvoirs. Et ça s'est aggravé en fait depuis l'inversion des élections, puisqu'à l'époque du septennat, les députés étaient élus avant. Oui, ça s'est aggravé, c'est vrai. Mais c'était déjà le cas avant. Hein. Oui, donc on sent une volonté quand même. En termes de progression, d'évolution législative, réglementaire, on voit bien que dans les réformes, les révisions constitutionnelles qu'il y a eu depuis, il y a vraiment cette volonté de renforcer ce pouvoir présidentiel. Ah oui. Non, mais ça fait des millénaires, hein, ça fait des millénaires, ça fait longtemps qu'on sait, déjà à Rome, hein, ça fait longtemps qu'on sait que le pouvoir le plus dangereux, c'est celui qui contrôle la police et l'armée. Bon, aujourd'hui, on appelle ça l'exécutif. Ça portait des noms différents dans l'histoire, mais c'est
c'est ce pouvoir-là qui doit être contraint, qui doit être le plus astreint. C'est celui qui doit être le plus surveillé, parce que c'est ce pouvoir-là, celui qui détient le contrôle de la police, l'armée, c'est lui qui a le plus tendance à s'autonomiser, c'est-à-dire à s'affranchir progressivement de tout contrôle. Mais c'est criminel de faire ça. Une constitution, ça sert à empêcher de faire ça. On a besoin de pouvoir. On est 40 millions, on ne va pas écrire la loi à 40 millions, ça ne va pas se faire comme ça. Nous allons avoir besoin de représentants parce qu'on est trop nombreux pour vivre comme une tribu dans laquelle tous les humains participent à l'élaboration de la loi commune. On est trop nombreux pour y participer tout le temps. Donc on va avoir besoin de représentants. Nous avons besoin de désigner des pouvoirs. Mais on sait que c'est très dangereux, c'est-à-dire que les pouvoirs abusent tout le temps. Alors, on en a besoin, mais c'est dangereux. Alors l'idée géniale, c'est la Constitution. C'est un texte qui institue les pouvoirs. C'est pas un contrat entre le peuple et les représentants. Hein. La Constitution, c'est pas ça du tout. Quand la Constitution est écrite, il n'y a pas encore de représentants. La Constitution, c'est un contrat entre les citoyens, les simples citoyens, qui savent qu'ils doivent être représentés, donc ils aspirent à être représentés. Il ne veut pas être représenté n'importe comment, il passe un contrat qui établit le contrat de travail des représentants, des futurs représentants, en disant, on va les séparer, il va y avoir les représentants qui écrivent les lois, ça c'est important, mais tout seul, ça donne rien, puisque les lois, il faut qu'elles soient exécutées. Et donc, il y a un autre pouvoir, qui est l'exécutif, qui va exécuter les lois. Donc, il aura l'armée, la police, pour exécuter les lois. Mais ce n'est pas lui qui les écrit. Comme ça, il y en a pas un qui a tous les pouvoirs, donc il n'y en a pas un qui peut devenir un tyran. On a séparé les pouvoirs pour les affaiblir. Et puis, il y a le pouvoir judiciaire qui sert à interpréter les lois et les appliquer au cas par cas dans la vie de tous les jours. Alors déjà, le pouvoir judiciaire, il s'est fait traiter d'autorité judiciaire dans la Constitution de 58, donc De Gaulle l'a rabaissé. Mais le pouvoir législatif a été écrabouillé dans la 5e, écrabouillé. Dans la 3e République, et dans la 4e aussi, et dans la première et la seconde, enfin dans les républiques précédentes, le pouvoir, c'était le pouvoir parlementaire. Dans aucun cas, ça a été le pouvoir populaire. Hein. Jamais ça a été le pouvoir populaire. La République, c'est l'asservissement du peuple à ses représentants. La République, c'est prison politique. Pour nous. Pas pour eux. Hein. Pour les représentants, c'est cocaïne. Mais pour nous, c'est une prison politique. Mais il faut comprendre ce qui s'est passé en passant à la 5e, c'est que dans les républiques précédentes, donc 19e, 20e siècle, c'est le Parlement qui avait tout le pouvoir de légiférer. Et le gouvernement n'avait toute petite partie, il n'avait pas de pouvoir de légiférer. Il y avait quand même les décrets-lois, et qui étaient l'exception. Ce qui s'est passé en 58, c'est que De Gaulle a décidé, en disant qu'il se battait contre les partis, il avait son parti, quand il avait la majorité à l'Assemblée, il écrivait les lois. C'est une blague de nous faire croire que De Gaulle était contre les partis. Hein. Je veux dire, il était pour son pouvoir à lui surtout. Bon, alors en tout cas, le domaine de la loi est devenu limité. Il y a une limite, hein, c'est l'article 34. L'article 34. Vous avez, donc c'est plus la loi décide de tout. Non. Maintenant, le Parlement ne décide plus que. Alors c'est des choses importantes, hein. Les droits civiques, nationalité, la détermination des crimes et délits, l'assiette, le taux, les modalités des impôts. Il y a beaucoup de choses, hein. Importante. Oui, mais il y a un domaine d'attribution. Mais c'est limité. Voilà. Et le domaine du gouvernement, c'est l'article 37, donc c'est plus loin. Article 37, les matières autres que celles qui sont dans le domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Non, mais il faut se rendre compte du truc majeur qui se passe là. Là, vous avez un exécutif qui aspire à devenir plus qu'un exécutif. C'est indépendant des personnes, ça. Hein, quel que soit le président, quel que soit le chef d'État. Vous avez un exécutif qui essaye de devenir un gouvernement. Et c'est pas pour rien qu'on l'avait appelé exécutif, parce qu'on voulait qu'il ne fasse qu'exécuter. On voulait pas qu'il gouverne, c'est-à-dire qu'il fasse tout, qu'il devienne comme un tyran.
On voulait qu'ils ne puissent pas légiférer. Et petit à petit, donc il y a eu les décrets-lois sous la 3e, c'est devenu le pouvoir réglementaire sous la 5e, et qui est même illimité. Bon, il n'a pas les domaines législatifs, mais il est limité. Pour le reste, il est illimité. Mais c'est pas tout. Hein. Il n'y a pas seulement cette limitation du Parlement par le domaine. Il y a aussi l'initiative. Les parlementaires ont un peu l'initiative des lois, mais peu. C'est le gouvernement qui est principalement à l'initiative des lois. Les projets. Quand c'est le gouvernement, ça s'appelle un projet de loi. Et quand c'est un parlementaire qui est à l'initiative, on appelle ça une proposition. Mais c'est 4/5, 1/5 la proportion. C'est le gouvernement qui est à l'initiative des lois. Et si les parlementaires essayent de mettre à l'ordre du jour quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement, le gouvernement peut dire non. Non, ça, vous ne pouvez pas. C'est le gouvernement qui est maître de l'ordre du jour, de ce dont parlent les parlementaires. Le gouvernement peut dire... C'est quel article? On l'a trouvé tout à l'heure, je l'ai cherché, je ne me souvenais plus quel article. On l'avait. Je vais retrouver 34-1. 34.1, alinéa 2. Quand le gouvernement n'est pas d'accord, il dit non, ça vous n'en parlez pas. C'est terrible. Et alors, c'est pas tout. Hein. Il faut que vous ayez toujours en tête le fait majoritaire dont je parlais tout à l'heure. Le fait que le président peut faire avec la majorité parlementaire, pas tout le Parlement. Il va y avoir une opposition qui va tempêter, qui va gueuler. Mais ils s'en foutent de ça. Ce qui compte, c'est la majorité. Donc il va y avoir du bruit, ils vont crier, tempêter. Mais au moment de voter, j'ai la majorité, donc je vais toujours être suivi par mes troupes, quoi, hein, mes godillots. Il faut bien se souvenir de ça à chaque fois que vous avez un article qui montre que le gouvernement fait pas ce qu'il veut, il y a le Parlement qui surveille. Ouais, mais oubliez pas que le Parlement, il est servile. J'ai pas dit tous les parlementaires. Je sais bien qu'il y a une opposition qui est comme un alibi, quoi. Hein. Qui essaie de jouer, qui essaie malheureusement de jouer son rôle. Qui nous fait croire que le système est équilibré, qu'il y a des contre-pouvoirs. C'est un fake, cette idée-là. Il n'y a pas de contre-pouvoir réel sur les choses importantes. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Il peut demander, il l'a fait là, hein. Il le fait tout le temps. Il peut demander à légiférer par ordonnance. Ça veut dire que même dans les domaines qui sont normalement réservés à la loi... Il demande une autorisation, une habilitation. Il demande une habilitation, mais c'est un chèque en blanc. Hein. Oui, tout à fait, oui. C'est un chèque en blanc au début, avec une vérification à la fin qu'il a bien fait... il a bien fait ce qu'on attendait de lui. Mais je vous rappelle que ceux qui vont donner le quitus en disant « Ok, c'est bon, nous on valide les ordonnances », c'est encore à la majorité. La majorité. Donc on va retrouver encore l'asservissement du Parlement par le fait majoritaire, l'asservissement au président. Donc il y a les ordonnances, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le 49.3. Donc c'est la possibilité pour le gouvernement quand il sent que même sa majorité peut retoquer à son projet, il peut lui tendre le bras en disant bon là j'engage ma responsabilité. Ça veut dire que si toi Parlement tu votes non, tu fais sauter le gouvernement. Et sous-entendu, message du président, message pas dit mais c'est évident quoi, hein, message du président aux parlementaires, si vous me faites ce coup-là, de voter une motion de censure contre le gouvernement, pour les investitures des prochaines élections, vous pouvez vous brosser, hein, ce ne sera pas vous. Ceux qui ont voté pour la motion de censure, vous n'aurez plus jamais le pouvoir avec mon aide. Donc, il faut se rendre compte que la tenaille est terrible pour les parlementaires. Ils sont tenus. Il y en a d'autres encore. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le contrôle parlementaire du gouvernement, contrôle du gouvernement par le Parlement, est une blague. C'est théorique, c'est un fake, c'est factice. Les motions de censure, il n'y en a pas. Voilà. Donc, regardez, il n'y en a pas. Et c'est pareil dans l'Union européenne. Pour qu'il y ait une motion de censure dans l'Union européenne, il faut qu'ils aient carrément volé dans la caisse, comme ça a été le cas une fois. Bon, mais c'est vraiment des bandits, des voleurs, quoi. Mais autrement, pour tout ce qui est politique et des choses très graves pour nous, hein,
rien, il n'y a pas. La motion de censure, c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Et je vous conseille, il y a un bouquin pour ce qui concerne l'autre contre-pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire devrait pouvoir limiter une éventuelle tyrannie en empêchant l'exécutif de mal faire. Le problème, c'est que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'en plus de l'asservissement du Parlement au président, il y a l'asservissement, on constate l'asservissement des juges au président. Et il y a Régis de Castelnau qui vient d'écrire un bon bouquin qui s'appelle Une justice politique, des années Chirac au système Macron, histoire d'un dévoiement, et qui montre comment les juges ont voulu Macron. Alors ils se sont débarrassés de son principal concurrent, qui était le favori aux élections, qui était Fillon. Pour moi, c'est deux affreux. Hein. Fillon, il avait le même programme que Macron. De toute façon, avec l'Union européenne, il aurait fait la même chose que Macron. C'est un salopard comme l'autre. Hein. Donc, il avait le choix entre Crapula et Crapulbé. Mais ce que Régis souligne bien, c'est que, et c'est important, c'est de comprendre que les juges, et c'est une félonie, hein, ont éjecté Fillon pour pouvoir mettre le leur à la place, et ensuite ils l'ont aidé tout le temps, à chaque fois qu'ils pouvaient. La répression des Gilets jaunes, qui était un mouvement d'opposition politique, les Gilets jaunes, c'est des opposants politiques. Vous savez, quand ceux que les médias désignent comme les tyrans, les dictateurs, Poutine, qui maltraitent ces opposants politiques, on en fait gorge chaude, c'est terrible. Vous avez tous les médias qui tempêtent en disant « Mais vraiment, quel tyran, regardez ce qu'ils font aux opposants politiques ». Nous, en France, le régime Macron, il tire à tir tendu dans la gueule, avec des fusils dont les consignes sont de tirer en dessous, dans les jambes. Alors, c'est pas des balles de guerre, mais c'est pareil. C'est des armes létales quand même. Mais, non, mais c'est criminel. C'est criminel quand même. Quand vous avez défoncé la boîte crânienne d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui était désarmée en manifestation, une opposante politique, pacifique, désarmée, à genoux même, il leur tirait dessus. Ils se mettaient à genoux, les bras en croix, pas dans la gueule explosée, donc t'as toute la boîte crânienne qui est explosée, l'œil qui est perdu, sa vie est foutue. Non, mais depuis son élection, on a atteint ce niveau-là, c'est... Impunité totale. La justice, c'est elle qui pourrait dire, là, il y a un abus de pouvoir et qui doit être réprimé. La justice pourrait faire ça. Elle pourrait punir les agents coupables qui sont commis par des policiers. Tout à fait. Je dis pas que tous les policiers font ça. Je dis que quand ils font ça, ils devraient pouvoir être punis. Et c'est le rôle de la justice. Si la justice défend le régime, le deuxième contre-pouvoir, vous l'avez perdu. Donc il n'y a pas de contre-pouvoir. Et donc là, le truc, c'est que le régime, il est enroulé. C'est faux. Le Conseil d'État ne lui résiste plus, le Conseil constitutionnel lui résiste à peine ou pas. Le principe de l'état de droit, c'est que l'État ne se contente pas de produire du droit qui s'impose à nous. L'État est lui-même soumis au droit. À ses propres règles, oui. L'état de droit, c'est une situation politique, un régime politique dans lequel l'État craint le droit. C'était la garantie minimale pour nous. Mais oui, nous acceptons. Il faut comprendre que depuis 1848, nous avons accepté, le peuple, nous avons accepté d'être désarmés. Dans l'Ancien Régime et depuis la nuit des temps, les paysans
tout le monde était paysan, les humains étaient armés. Parce qu'ils sont armés pour se défendre. Se défendre eux et défendre leurs proches, défendre leur famille. Et au milieu du 19e siècle, les bourgeois avaient très peur d'un peuple armé. Ils savaient bien qu'il y avait un pouvoir de fait, un pouvoir de résistance à l'oppression par le fait d'être armé, que les bourgeois trouvaient très dangereux, et qu'ils ont échangé. Ils ont dit, rendez-nous vos armes, et nous, on va vous donner le suffrage universel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir désigner des gens qui écrivent les lois, et vous pourrez en élire d'autres si vous n'êtes pas content. Donc vous n'avez plus besoin des armes. On va s'en occuper. On va s'occuper de vous protéger. Et donc nous avons accepté, mes grands-parents ont accepté, mes parents ont accepté, moi j'ai accepté, nous avons accepté d'être désarmés sur la promesse d'être représentés. Et donc, une fois désarmés, ce qui est le cas aujourd'hui, une fois désarmés, nous dépendons de nos représentants. Nous dépendons de la vertu de nos représentants. Nous dépendons, pour notre survie même, nous dépendons de la vertu, pour tout, nous dépendons de la vertu de nos représentants. Et ces représentants, qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent quoi? La Constitution? La non-réélection. Et qui a écrit la Constitution? Les représentants eux-mêmes? C'est les représentants qui ont écrit les règles qu'ils doivent faire. Enfin, un enfant devine qu'il va se passer, que si jamais on tombe sur des gens qui n'ont pas de vertu, et alors là, si vous ne le voyez pas aujourd'hui, qu'ils n'ont pas de vertu, vous ne le verrez jamais, parce que c'est tellement gros que normalement, tout le monde devrait se rendre compte que ceux qui nous dirigent n'ont pas de vertu. Et bien là, on va s'apercevoir que de ne pas s'être occupé de la Constitution, ça va être cher, quoi. Hein. Alors, excuse-moi, Étienne, on va essayer de... Si ça t'ennuie pas, on va essayer de... Je vais essayer de faire super court parce qu'il faut parler du Conseil de défense. Ouais. Ils n'ont pas fait que... Non, mais c'est super important, mais il suffit de dire deux mots pour comprendre un truc super important, parce que c'est criminel. On va le traiter dans les questions suivantes, Étienne. Ah bon, d'accord. Alors, okay. Normalement. On va enchaîner, du coup tu vas voir, on va reprendre déjà ce que tu en as déjà dit pas mal et je pense qu'on va avancer rapidement sur les autres. Sur la deuxième question, on avait quel enseignement tirer du fait que le pouvoir en place préfère déclencher le régime exceptionnel de l'état d'urgence plutôt que d'utiliser les outils législatifs déjà existants? Donc c'est ce que tu viens de développer. C'est lui. Éviter, voilà. Ça lui donne une latitude totale puisque c'est lui qui fixe les règles, donc il n'y a pas de règles. Et de créer de nouvelles règles qui risquent de se pérenniser du coup, parce que tout son régime d'exception, là, on n'est même pas sûr qu'on en sorte un jour, quoi. Mais ce qui quand même, moi, ce qui m'étonne, c'est que les intellectuels du pays aient tant de pudeur à parler de dictature. On dirait que ça fait trop mal, quoi. Une dictature, oh non, une dictature, c'est seulement quand la différence avec Pinochet, c'est que Pinochet, il capturait il raptait les syndicalistes, les opposants politiques, et il les enfermait dans des prisons où il les torturait, il les tuait. On n'est pas là. Okay. Et c'est pas que ça, la dictature. Hein. Non. Ça, c'est une dictature sanguinaire. Mais le problème, c'est que si on n'arrive pas à dire que c'est une dictature, on dit quoi? C'est une démocratie, le régime dans lequel on vit. C'est quand même super important de pouvoir désigner les choses. Hein. Quand vous appelez quelque chose d'un nom qui son strict contraire, vous n'arrivez plus à penser, quoi. Hein. C'est ça. Si vous appelez le régime actuel démocratie, c'est-à-dire un régime dans lequel le démos a du kratos, c'est le peuple qui dirige, vous avez l'impression de diriger? Il ne faut pas l'appeler démocratie, le système, hein, sinon vous n'arrivez pas à penser, quoi. C'est fait pour ça. Hein. On va passer à la troisième question, du coup. Selon toi, en quoi la situation actuelle est-elle historiquement inédite? Donc, ça aussi, ça rappelle un peu déjà ce que tu as déjà dit. Et qui peut encore nous protéger des atteintes portées à nos libertés et droits fondamentaux, alors même que la tendance est à la pérennisation de certaines d'entre elles dans le droit commun? C'est ce que
disais tout à l'heure, en fait, la tendance, c'est vrai que on a eu une sortie d'état d'urgence avec des règles provisoires c'était cet été, mais c'est quand même des atteintes graves à nos libertés, alors qu'on n'est pas censé être encore dans un état d'urgence. Donc, qu'est-ce qui va advenir si on ne se mobilise pas de nos droits et libertés? Bon, c'est impossible de dire de quoi l'avenir est fait, hein. Personne n'est devin, mais on peut rêver que des êtres humains parmi ceux qui sont les rouages du système de domination, des policiers, des militaires, des juges, des gardiens de prison, des parlementaires de la majorité, parlementaires de la République en marche, on peut imaginer, je ne dis pas du tout que ça va se passer, je l'espère, je ne sais pas, hein, mais on peut imaginer que sur un excès, un de plus, mais qui sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase, sur un excès de ceux qui le servent en ce moment, ils vont prendre conscience de l'horreur qu'ils sont en train de servir et ils vont se mettre à nous défendre au lieu de défendre le tyran. Quand les militaires lèvent les crosses, quand les policiers retirent leur casque et font cause commune avec le peuple, le pouvoir tyrannique tombe tout de suite. Hein. Il ne tient que par la police. Hein. La police et la surveillance, les prisons. Mais si le pouvoir d'incarcération, de surveillance, donc les rouages, se rebellent parce que ils sentent que que le peuple gronde et que c'est pas bien de défendre ce régime, il y a quand même une possibilité de transformation. Hein. Ceci dit, les pouvoirs savent ce danger, et partout sur Terre, ils préparent une alternative en privatisant l'armée, la police, des milices comme celle de Blackwater sont terrifiantes, hein, donc elles sont aucun contrôle public, marchent qu'au pognon, c'est des mercenaires, et qu'on envoie dans des pays qui sont pas de leur pays. Donc c'est des étrangers, pour eux, c'est facile à tuer, quoi. Hein. Il y a pas, et ils lèveront jamais les crosses contre des gens qui sont pas leurs frères, quoi. Hein. L'Union européenne prépare ça déjà. Il y a une force européenne qui s'appelle GENFOR et dont le boulot va être d'envoyer des Allemands en France ou en Italie et des Espagnols en Allemagne pour que la police, enfin pour que cette gendarmerie ait moins de chances de fraterniser avec le peuple parce qu'ils parlent pas la même langue, c'est des étrangers, parce que c'est terrible, hein. C'est tout à fait antidémocratique. C'est-à-dire que là, le pouvoir se comporte comme si le peuple était son ennemi. Je répète, le pouvoir se comporte comme s'il était un terrible ennemi du peuple. Et il s'en protège. Il s'en protège avec une armée payée par nous, payée par le peuple. Hein. Mais c'est parce que nous n'avons pas de constitution. Tout ça, toutes ces saloperies sont possibles parce que nous sommes comme des mollusques. Hein. On est complètement... Nous sommes humiliés, là, et écrasés, et maltraités, et sans défense. Mais c'est parce que nous ne faisons rien pour instituer une alternative. Ah ouais, c'est clair. Les gens se foutent de la Constitution complètement. Ils se foutent encore plus des ateliers constituants. Enfin, ils disent c'est pas le problème, c'est pas le problème. Mais tu vas voir, tu vas subir ce que c'est que de ne pas avoir de Constitution. Tu veux pas t'en occuper, tu pas le problème. Tu vas voir si c'est pas le problème. Oui, là, je pense pas que ce soit les personnes qui nous suivent, particulièrement ce soir, qui se désintéressent justement de cette question. Et justement, on va essayer de garder l'espoir qu'on va pouvoir quand même diffuser l'idée parce que... Dans les contre-pouvoirs, il y a des journalistes dont on n'a pas parlé aussi. Hein. Mais bon, vous pouvez développer vous-même. Hein. Dans les questions, on va les retrouver. Normalement, les journalistes, c'est un contre-pouvoir. Il est complètement... siphonné non, il est dans le sens. Hein. Il est siphonné par d'une part le fait que rien dans la Constitution n'interdit aux riches d'acheter les médias, donc ils l'achètent puisque c'est pas interdit. Donc ça, c'est pas vraiment, on n'a pas de Constitution. Une bonne Constitution, ça devrait interdire
qui que ce soit d'acheter un média. Ça, c'est interdit. Voilà. Et d'autre part, comment est-ce qu'on peut appeler ça, la mode, et qui est une stratégie terrible, hein, de la mode de l'accusation de complotisme de tous ceux qui résistent. Oui. Tous ceux qui cherchent à entraver la marche tyrannique du pouvoir sont traités de complotistes. Alors que c'est des héros qui devraient être des gens, il y en a qui exagèrent, qui voient trop de complots partout. Mais c'est marginal, ça. La plupart des gens qui résistent et qui voient des complots, ils voient des vrais complots, qui dénoncent, et ils se font traiter de complotistes au lieu d'être remerciés, récompensés par des honneurs. Enfin, c'est des gens qui se dévouent au bien commun. Et donc, on peut plus être journaliste. C'est-à-dire que les journalistes professionnels qui ont dit, les seuls journalistes, c'est ceux qui sont salariés. C'est le contraire. Quand tu es salarié, tu es subordonné. Tu es subordonné, tu n'es pas libre, tu n'es pas indépendant. Donc, tu peux pas faire ton boulot indépendamment. Tu fais comme un juge, quoi. Tu peux pas être un vrai contrôle du pouvoir si tu es salarié. Et c'est incroyable l'inversion de sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ne sont qualifiés de journalistes que ceux qui normalement ne devraient pas l'être parce qu'ils sont plus indépendants. Et tous ceux qui sont indépendants, les youtubeurs, les blogueurs, les gens qui se donnent du mal sans gagner d'argent avec ça, ils sont dévoués, ils se donnent du mal pour le bien commun. Et ça, c'est des vrais journalistes. Et eux, ils se font traiter de complotistes, comme si bientôt terroristes, négationnistes, je sais pas ce qu'ils vont mettre comme qualificatif. Oui, tous les qualificatifs en liste. Ouais. Ça, c'est à nous de ne pas nous autre... laisser avoir par le blanc. Non, surtout pas. On lâchera pas. Peut-on parler de dictature sanitaire au vu de la manière dont sont décrétées ces mesures? Voilà, tu as répondu, je pense. Et que penser du fait d'être gouverné aujourd'hui par le Conseil de défense sanitaire au rythme des avis du Conseil scientifique? Là, ça y est, tu vas pouvoir parler du Conseil de défense. C'est incroyable. Ce qui est inadmissible, absolument inadmissible, c'est que en utilisant la technique Conseil de défense, l'exécutif se drape d'un manteau de secret qui fait qu'il n'y a aucun moyen de le contrôler, d'engager sa responsabilité. Il n'y a pas de verbatim, il n'y a pas de transcription écrite de ce qui est dit pendant les conseils de défense. On ne sait même pas qui participe. On ne sait pas qui est là-dedans. On ne sait pas si c'est des Français, des étrangers, quels Français, quels étrangers. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on ne saura jamais. C'est protégé par un secret, mais injustifiable. C'est criminel, ce truc-là. Parce que, quel que soit ce qui est décidé, ça ne pourra pas être contrôlé, ça ne pourra pas être comparé aux règles de droit pour vérifier qu'il y a adéquation. Non, ça ne pourra pas être contrôlé. Et donc, ils ne seront jamais punis pour ça. Et nous, on ne peut pas savoir. Enfin, c'est la définition de la tyrannie. Ouais. Celui qui décide, qui se met à l'abri de tout contrôle, de toute contrainte qui pourrait lui résister, et qui même se cache, et fait que la police se cache aussi, normalement, dans la loi, et ça se comprend. Normalement, chaque agent de police, c'est des gens à qui on doit nous obéir, on doit absolument leur obéir. Il doit avoir un matricule pour qu'on sache qui c'est. Et qui prouve qu'il est de la police, quoi, qu'il n'est pas un mercenaire privé. Et ça fait des années maintenant qu'ils ne les mettent plus, leurs identifiants. Maintenant, ils peuvent se cagouler. Mais moi, la dernière fois que j'avais vu des gens cagoulés, c'était en Russie, en Ukraine. Quand les forces de l'ordre arrivent cagoulés pour pas qu'on les reconnaisse, ils vont pas faire le bien, là. Ils sont en train de se protéger de toute responsabilité parce qu'ils vont faire quelque chose de mal. C'est terrifiant, ça, d'avoir un État qui accepte que les forces de l'ordre soient anonymées, cachées, exonérées à l'avance de toute responsabilité. Mais enfin, je comprends pas que les intellectuels protestent pas contre ça. C'est absolument criminel, tout ça.
criminel, ça veut dire c'est très grave. C'est ce qu'il y a de plus grave. Donc, le Conseil de défense, ça permet par le silence absolu qui est fait sur ce qui s'y dit, qui y parle et ce qui s'y dit. Donc, quelles sont les influences qui s'exercent sur le président, sur le ministre de la Santé, sur le Premier ministre? Quelles sont les influences qui s'exercent? On n'en saura jamais rien. Il n'y a pas de verbatim, il n'y a pas de retranscription, pas de responsabilité. Et deuxièmement, le conseil scientifique, pour moi, c'est une des matérialisations terribles de la dépolitisation de la société au nom de la science. Les dingues qui gouvernent le monde en ce moment, qui s'appellent des ultralibéraux, prétendent que la politique, la délibération politique, ça fait plein d'erreurs. C'est pas raisonnable, ça fait plein d'erreurs. Il vaut mieux décider scientifiquement. Il vaut mieux s'en remettre au nombre. Et c'est ce que Alain Supiot, un juriste formidable que je vous recommande, a très 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 bien analysé dans un livre qui s'appelle La gouvernance par les nombres. C'est un de mes meilleurs bouquins, ça. Je vous le recommande. Oui. Il a fait des vidéos de ses conférences au Collège de France. Il y a une première série d'une douzaine de vidéos et une deuxième série qui en fait 9, je crois. Donc il y a une vingtaine de conférences d'1 heure. C'est absolument passionnant. Vous pouvez écouter ça en vélo, dans la forêt. C'est absolument passionnant. Moi, je les ai écoutés plein de fois, plusieurs fois. C'est Supiot démontre l'utopie, qui est une vieille utopie, ça date de Pythagore, hein, ça date de l'Antiquité grecque, où déjà une partie des penseurs se méfiaient de la démocratie. Donc, la plupart des philosophes à Athènes détestaient la démocratie, hein, plus de 90%. Presque tous les philosophes étaient des ennemis de la démocratie. Et Pythagore, lui, il vouait une espèce de dévotion, de religion au nombre. Et il avait fait une espèce de petite secte. Et en fait, Supiot montre que depuis, ça s'est pas perdu du tout. Et en fait, il y a toujours eu des gens qui cherchent à gouverner par les nombres. Et gouverner par les nombres, ça veut dire dépolitiser. C'est-à-dire qu'on arrête de discuter, on arrête de laisser les gens décider leurs affaires, et on va laisser des experts décider. Ceux qui savent. La science. La science. Et le fait qu'elle soit corrompue, on s'en fout complètement. Elle peut être corrompue, de toute façon, c'est la science. Ça, c'est du scientisme qui s'en remet à la science aveuglément. Mais il faut comprendre que ceux qui font ça sont les mêmes qui corrompent les scientifiques. Donc, ils vont avoir des scientifiques à leur botte qui vont dire ce qu'ils veulent et ce que veulent les donneurs d'ordre. Et donc, c'est très, très, très dangereux pour la démocratie, ça, le scientisme. C'est-à-dire gouverner par les nombres, s'en remettre à un conseil scientifique. Et ça veut dire quoi? Il n'y a plus de délibération? C'est ça. Je vous rappelle qu'à Athènes, il y avait une règle étonnante que j'ai découverte il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, 1 an peut-être, je ne me souviens plus quand il a écrit son bouquin. Les experts en matière monétaire, c'est super important la monnaie, ils avaient découvert un truc qui leur permettait de faire de mener à bien des tas de projets politiques avec la monnaie. Il fallait être rigoureux avec la monnaie, et il y avait des experts qui s'occupaient de la monnaie, qui savaient bien reconnaître les pièces les unes des autres et dire celle-là elle est vraie, celle-là elle n'est pas vraie. Et les experts étaient des esclaves. Et que les Athéniens savaient qu'il ne fallait pas que ce soit que les experts ne devaient pas voter. Alors, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient dans les galères, ils étaient bien traités. Hein. Ils étaient bien traités, mais c'est pas eux, ils ne votaient pas les lois. Ils n'avaient pas le pouvoir de décider. Ils étaient experts. Et si tu veux, tu peux être expert. Tu vas vivre bien, tu vas vivre. Mais c'est pas toi qui votes les lois. Si tu es expert, tu ne votes pas les lois. Et on devrait faire ça aujourd'hui. On devrait se rappeler qu'il est très dangereux de donner le pouvoir de décider à des experts. Il ne faut pas faire ça. Il faut se laisser le pouvoir au peuple de décider, après qu'il ait bien entendu, bien écouté, et ça, il faut l'instituer. Il faut nous obliger, il faut que nous nous obligions nous-mêmes à écouter les gens qu'on n'a pas envie d'entendre. Il faut que nous acceptions, comme une hygiène, hein, il faut comprendre que ça ne va pas être agréable parce que c'est des choses qu'on n'a pas envie d'écouter, mais il faut qu'on les écoute avant de décider. Nous devons entendre les gens qui sont de notre avis et les gens qui sont de l'avis inverse.
et les gens qui sont d'un autre avis qu'on connaît peut-être pas encore d'ailleurs. Il faut qu'il y ait une mise en scène des conflits, c'est-à-dire qu'il faut que les experts des différents points de vue puissent s'exprimer librement, liberté d'expression, l'iségoria, le droit de parole pour tous à tout moment, à tout propos, la peine. Hein. Ça, c'est vraiment un rouage de base de la démocratie, un rouage fondateur. T'as pas d'iségoria, t'as pas de démocratie. Hein. Et après avoir écouté les meilleurs experts du oui, qui se disputent avec les meilleurs experts du non, et après avoir bien mis en scène les conflits, les citoyens ont une opinion qui est bien éclairée, c'est les citoyens qui tranchent, c'est pas les experts. Vous comprenez ça? Ouais. Et donc, quand on s'appuie, quand vous avez un exécutif qui s'est débarrassé du contrôle législatif, c'est-à-dire que le législatif et l'exécutif, c'est la même chose. C'est les mêmes. Le législatif obéit, enfin, je parle de la majorité, mais c'est la majorité qui décide. Donc, la majorité législative obéit à l'exécutif. Donc, il y a confusion des pouvoirs. Et le judiciaire est copain comme cochon avec Macron, c'est son candidat, c'est le candidat qu'ils ont porté eux et qu'ils défendent et qui martyrise les opposants politiques du régime. Donc vous avez ce pouvoir concentré, exécutif, législatif, judiciaire, ce pouvoir concentré qui décide qui va voter par ordonnance dans un système d'urgence dans lequel il a les pleins pouvoirs, en décidant dans un conseil de défense secret, sans verbatim, sans aucun contrôle, donc aucune responsabilité, et qui s'appuie pour ça sur un conseil scientifique pour se draper de la prétendue neutralité, de la prétendue objectivité, de la prétendue rationalité scientifique, irréfutabilité, tout ça étant du bullshit absolu, puisque dans le conseil scientifique, ils sont presque tous payés par Gilead. Ils ont tous, presque tous, je crois qu'il y en a un ou deux qui n'ont pas reçu d'argent de Gilead. Gilead, c'est un des labos qui poussait le remdesivir pendant la première année, là. Et, oui, sur le premier confinement. Le conseil scientifique anglais, il est managé, piloté, dirigé par un gars qui touche des millions de livres sterling des fabricants de vaccins. Et vous étonnez que la politique anglaise, elle soit vaccinée. Mais le conseil scientifique, soi-disant scientifique, moi, je respecte la science, évidemment. Je tiens beaucoup à la science. La science, c'est un fondement de la rationalité, de la pensée humaine. Mais là, je confonds pas la science et la science corrompue. On dirait que il y a plein de scientifiques, des gens très bien intentionnés, des gens dévoués au bien commun, qui cherchent à savoir le vrai, qui n'arrêtent pas de s'exposer à la contradiction, donc des scientifiques, et qui respectent les règles scientifiques, et la rigueur, et l'humilité scientifique. Ces gens-là, souvent, n'arrivent pas à accepter que la science soit corrompue. Ils disent non, ça c'est pas vrai. Il y a quelques cas particuliers, mais c'est pas vrai. Il y a un livre important. Excusez-moi, je perds mon truc là. Il y a un livre important là-dessus qui s'appelle La souris truquée, enquête sur la fraude scientifique. Il faut lire ça. Hein. Faut lire ça. Après-demain, je vais avoir un débat avec un ami, quelqu'un que j'aime énormément, qui s'appelle Jean Bricmont. C'est vraiment un type bien. Pour moi, c'est une référence. J'aime beaucoup, beaucoup cet homme-là. Et on se dispute en ce moment sur cette histoire-là, parce que je sais bien que c'est un type bien, donc je lui veux pas de mal, je crois qu'il veut pas de mal non plus, mais il n'est pas d'accord du tout avec la façon dont je conteste les mesures sanitaires que je trouve mal fondées. Je vois la corruption partout, là. Il y a des preuves partout de la corruption de la science. Et il me dit pas du tout, c'est pas vrai, c'est un fantasme. Tu déconnes. Il faut s'appuyer sur la science. Et on va avoir un débat uniquement là-dessus après-demain. Ça devrait être animé, ça va être bien. Parce que ça sera partagé sur ta page ou on pourra le. Je pense, oui, de toute façon, je sais pas si ce sera en direct ou pas. Ce serait bien que ce soit en direct. Mais ce qui va être bien, je crois, c'est que c'est vraiment, nous aurions besoin de ces débats-là, avec les deux points de vue, mais qui s'affrontent avec bienveillance. Moi, je cherche pas à avoir raison. Je cherche pas à montrer qu'il a tort. Je cherche le vrai. Et je pense que lui aussi. Et on s'aime bien.
Donc on sait bien qu'on ne vient pas étriper l'autre et qu'on n'est pas en danger, il n'y a pas de malveillance. Donc ça devrait être intéressant. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire avec lesquelles je ne suis pas d'accord du tout avec lui. Ça devrait être bien, je pense. Et lui aussi, ça va être bien, je pense. Bah, du coup, le conseil scientifique, moi, je suis pas d'accord du tout avec le conseil scientifique qui a été désigné par Macron, qui est farci de conflits d'intérêts. Un conflit d'intérêts, tiens, il faut dire un mot de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit d'intérêts? Parce qu'on est très mal formé là-dessus. Les gens savent pas ce que c'est qu'un conflit d'intérêts. Et les gens font pas attention, ils disent, bon, conflit d'intérêts, bon, c'est pas grave. Attendez, c'est complètement déconnant. Un conflit d'intérêts, on devrait apprendre ça à l'école. On devrait apprendre tout petit ce que c'est qu'un conflit d'intérêts. Et on devrait ensuite entretenir cette connaissance toute la vie. On devrait absolument proscrire les conflits d'intérêts. Je vais vous donner un exemple. Oh, tout le monde comprend, vous allez voir, tout le monde comprend. Et une fois qu'on a compris, il faut s'en souvenir parce que ça s'applique à partout. Un juge, je ne vous parle pas d'un mauvais juge, je vous parle d'un bon juge, quelqu'un de bien, complètement dévoué au bien commun. Il bosse, mais vous ne pouvez pas savoir comme il bosse bien. À chaque fois qu'il y a un procès, pourtant il est à la bourre, il a plein de choses à faire, mais à chaque fois il se concentre pour bien être sûr de ne pas rater tel aspect ou tel autre aspect qui le conduirait à être injuste s'il le ratait. Donc c'est un bon juge qui bosse bien et qui se laisse pas emporter par la colère, qui décide jamais sans avoir dormi, pour laisser se calmer les passions, les sentiments éventuels, qui en parle avec les autres, qui écoute bien les avocats, les autres, les uns des autres. C'est un bon juge, quoi. C'est un bon juge. Donc, je ne prends pas le cas de quelqu'un qui n'a pas de vertu. Je vous prends le cas de quelqu'un qui a une immense vertu. C'est un bon. Ce gars-là, il fait son métier et au planning de son tribunal arrive son propre fils, qui est accusé de je ne sais pas quoi, peu importe. Ou qui est la victime de quelqu'un d'autre. Soit il est accusé, soit il est victime, peu importe. S'il y a son fils qui arrive dans une affaire qu'il doit juger lui, il ne peut pas juger là. C'est son fils. Il ne peut pas rendre la justice là. Et d'ailleurs, il ne va pas attendre qu'on le récuse, il va se récuser lui-même. Si c'est un bon juge, il est honnête, il sait bien qu'il ne peut pas juger dans ce cas-là. Et pourquoi? Parce qu'il est en conflit d'intérêts. Il a un intérêt personnel qui fait qu'on ne peut pas croire, il y a un doute sur l'honnêteté avec laquelle il va décider. On ne dit pas du tout, quand on dit qu'il est en conflit d'intérêts, on ne dit pas qu'il est malhonnête. C'est pas ça qu'on dit. On ne dit pas qu'il est malhonnête. C'est un bon juge, je vous dis. Il n'est pas malhonnête, il est honnête. Mais dans cette situation-là, il est en conflit d'intérêts. Donc, il doit être récusé. Vous avez compris? Conflit d'intérêts, ça veut dire qu'il ne peut pas décider. Il faut qu'il s'en aille. Ah, il va revenir après, mais tant que c'est l'affaire de son fils, là, il faut qu'il s'en aille. Autre exemple, un prof qui va arriver, un ancien élève à lui, qui cette année était plus son élève, mais il l'avait connu, la classe d'avant, et puis maintenant il se représente en candidat libre, et normalement c'est une épreuve anonyme. On ne connaît pas les candidats. Le rectorat nous inscrit, ne nous donne pas nos candidats, il nous donne des candidats d'autres. Mais lui, je le vois, je le reconnais, je le connais, je l'avais l'année dernière. Je ne peux pas le juger, je suis en conflit d'intérêt, là, il y a un truc c'est pas bien, il faut pas. Donc là, je me récuse. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein, ça arrive quelquefois, et donc on le passe à un autre. Écoutez bien, il y en a d'autres. Quand un parlementaire se retrouve constituant et il arrive à l'Assemblée constituante et il va écrire les règles qui limitent les pouvoirs des parlementaires ou qui établissent les pouvoirs des parlementaires, il est en conflit d'intérêt. Il a un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Il a un intérêt personnel à instituer sa puissance et notre impuissance à nous les autres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas que ce soit les parlementaires qui écrivent la Constitution, à cause du conflit d'intérêts. Alors je reviens à mon conseil scientifique. Mais oui, mais attendez, ces gens-là vont décider de la politique sanitaire. Qu'est-ce qu'on doit faire en matière sanitaire? Un chat. Il y a le chat. Il s'est mis derrière l'écran. Et le patron du conseil scientifique anglais, qui a touché des millions
de livres sterling d'un fabricant de vaccins, je ne sais pas s'il est malhonnête ou pas. Il n'y a pas besoin de savoir s'il est malhonnête ou pas. Il est en conflit d'intérêts. Il ne peut pas décider de la politique du pays parce que la politique sanitaire, parce qu'il est suspect de favoriser les intérêts de celui dont il a reçu tant d'argent. Et c'est pareil chez nous. Le conseil scientifique, il n'est pas indépendant. Il n'y a pas du tout. Et tous ceux qu'on entend à la radio, à la télé, les médecins qui ne disent pas leur conflit d'intérêts, mais à chaque fois, ils devraient le signaler. C'est obligatoire dans la loi. Ils ne le font jamais. Et les journalistes ne leur demandent jamais. Jamais. Mais c'est le foutage de gueule de A à Z, toute cette histoire. Hein. Alors, il y a un collectif de médecins, un collectif de collectifs. Donc, c'est une fédération qui représente plus de 30 000 médecins qui a décidé de faire un conseil scientifique indépendant. Et c'est vachement intéressant. C'est beaucoup plus intéressant ce qu'ils disent et 1000 fois plus intéressant que ce que nous raconte le conseil scientifique. Je mets des guillemets parce qu'il n'est pas scientifique. Moi, je ne confonds pas la science et la science corrompue. Pardon. Quand les gens sont en conflit d'intérêts, je les considère pas comme des scientifiques. Je les considère comme des lambdas ou des agents d'influence, voire des trafiqueurs d'influence, voire des corrupteurs, hein, parce qu'il y a tous les degrés. Sinon, je vais me faire rouler dans la farine ou empoisonner. Enfin bon, je sais pas, mais c'est... Parce que c'est écrit par des scientifiques, la fraude scientifique. Et c'est remarquable. Selon la conception classique, strictement logique. L'objectivité constitue un fondement de l'attitude du scientifique à l'égard de son travail, et les affirmations scientifiques se trouvent rigoureusement vérifiées par un examen des pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire des semblables, des pairs, et la reproduction des expériences. Dans ce système autocontrôlé, de mon point de vue, c'est là que ça merde complètement. Dans ce système autocontrôlé, l'erreur, quelle que soit sa nature, est rapidement et inexorablement contrôlée. Ça, ils décrivent leur enquête, ils le résument. Et puis, notre conclusion, alors ils découvrent la fraude, et ils la découvrent partout, c'est fou, et ils disent la fraude était un phénomène dont l'idéologie classique de la science ne pouvait convenablement rendre compte. L'idéologie scientifique, elle ne peut pas rendre compte de la fraude. Elle n'arrive pas à intégrer ce mécanisme-là. Et notre conclusion en 2 mots est que la science offre peu de ressemblance avec l'image classique que l'on a d'elle. Lors de l'acquisition des connaissances nouvelles, les scientifiques ne sont pas uniquement guidés par la logique et l'objectivité, mais également par des facteurs non rationnels tels que la rhétorique, la propagande, les préjugés personnels. Et les scientifiques n'obéissent pas à la seule pensée rationnelle et n'en détiennent pas le monopole. Les scientifiques n'ont pas le monopole de la rationalité. Hein. La science ne devrait alors pas être considérée comme la gardienne de la rationalité dans la société. C'était quoi le titre de ton livre là? Parce que apparemment on l'a mal vu. La souris truquée. Oui, la souris truquée, c'est ce que tu montrais tout à l'heure. Ok. Enquête sur la fraude scientifique. Parfait. Et la démonstration, c'est étonnant. Hein. Vraiment, il y a des cas de fraude énormes, plein. Étienne, je me permets de te mettre un petit peu la pression. De toute façon, je pense qu'on a couvert des questions, c'est parce que l'heure avance et du coup, on aimerait bien passer sur les questions directes du live. De toute façon, là, tu as répondu aux questions puisqu'on devait parler de conflit d'intérêts. Donc, on revient sur ces questions. Je pense que tu y as largement répondu. Alors, sur les questions qui sont remontées, je peux déjà t'indiquer en première question. Une question de Benoît.
Est-ce que la seule modification de l'article 89 suffit à rendre la souveraineté au peuple? Ne faudrait-il pas modifier l'article 3, entre autres? Oui, moi je modifierais aussi l'article 3 et l'article 11. C'est dans l'article 11 qu'est décrite la procédure de mise en route du référendum, dans laquelle, pour l'instant, il n'y a aucune initiative populaire. L'article 89 permet, pour l'instant, donc, de modifier la Constitution. Et il permet de modifier la Constitution sans référendum. Il dit normalement la révision constitutionnelle ne peut pas se faire sans référendum, il faut un référendum, sauf quand le président décide de présenter le projet au Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, donc les deux chambres réunies à Versailles, Versailles qui était le lieu historique de la monarchie où on décidait tout de façon absolue. Et en fait, depuis le début de la Constitution, depuis 58, je crois qu'il y a eu 22 modifications, 22 révisions constitutionnelles, il y en a 21 qui ont été faites sans référendum par le Congrès. Une seule avec le référendum. Et donc, ce qui était l'exception est devenu, évidemment, dès que c'est possible, le pouvoir abuse. Hein, et donc, évidemment, il faudrait supprimer cet article qui permet au président de modifier la Constitution sans référendum. Mais ça suffit pas du tout. L'article 89 permet de mettre un verrou théorique, qui est le verrou du référendum. Et vous voyez bien comment on se fait enfler. On se fait enfler avec les référendums. On se fait tromper. Moi, j'ai voté oui à Maastricht parce que je n'avais pas compris du tout de quoi il s'agissait. Je vous rappelle qu'en 92 à Maastricht, nous votions donc le traité de Maastricht dans lequel il y avait un article qui s'appelait l'article 104 dont on n'a absolument pas parlé. Il n'y a pas eu un débat là-dessus. Rien. On a parlé de la dépendance de la Banque centrale. Hein. On n'a pas du tout parlé de l'interdiction faite aux États et à toutes les administrations, les communes, l'interdiction d'emprunter auprès de la Banque centrale, avec donc l'obligation d'emprunter auprès des marchés financiers. Les marchés financiers, c'est les riches. Hein. C'est Pinault, Arnaud, c'est des gens riches. Hein. Alors, il y a les petits porteurs qui prêtent, mais c'est peanuts. Les marchés financiers, c'est les riches. C'est les gens qui ont de l'argent. Et l'article 104, il nous a asservis aux riches. On les appelle les marchés financiers. C'est encore pour leur donner un aspect scientifique. Là. Je veux dire, en fait, c'est comme les dieux cruels à qui on était conduit à faire des sacrifices pour qu'ils ne se mettent pas en colère. Et là, les marchés financiers, on nous les présente comme un monstre. Et c'est très humain. C'est des humains riches qui ont pris le contrôle du pouvoir politique et qui ont modifié les institutions et les lois pour que tout aille dans leur sens. Et ça a entraîné la dérégulation financière, donc ça fait 40 ans que ça dure, dérégulation financière avec des crises à répétition où ils se goinfrent comme jamais et nous, on se ruine à chaque fois. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand vous allez voter pour une révision ou contre une révision constitutionnelle, il faut que vous soyez vachement bien informés. Il suffit de nous raconter des bobards pour obtenir le fait que nous votions contre nos intérêts. Et c'est très facile maintenant qu'ils ont acheté tous les médias, toutes les télés, toutes les radios, c'est très facile de nous faire voter contre nos intérêts. C'est super dangereux. Il ne faut pas vous contenter du référendum comme verrou de protection contre les mauvaises révisions. Ça suffit pas. En plus, les référendums, si nous n'avons pas l'initiative, mais ils vont jamais nous présenter des référendums sur les sujets qui nous intéressent. Jamais. Une fois, ils ont, par erreur, parce que les sondages annonçaient tellement le oui, ils nous ont présenté l'Union européenne dans un référendum, parce qu'ils savaient bien qu'ils l'utilisaient de façon césariste, comme César, en posant une question à laquelle tu es sûr que les gens vont répondre oui. Après ça, tu peux te parer de la gloire d'avoir été adoubé par le peuple, et donc après tu peux faire toutes les lois liberticides que tu veux, tu le fais au nom du peuple. Ça, c'est une utilisation césariste, on dit, du référendum.
Et Chirac, quand il a décidé du référendum pour l'Union européenne, il le faisait dans un esprit césariste. Il était sûr de gagner. Donc il nous posait une question pour faire semblant que notre réponse l'intéressait. C'est pas vrai. Et en fait, quand ils sont aperçus qu'on allait voter non, c'était la panique à bord. C'est terrible. Ils ont tous poussé à ce qu'on vote oui, et on a fini par voter non. Mais il faut voir la bagarre que ça a été pour arriver à voter non. Il a fallu quand même que les noms de gauche et les noms de droite se mettent ensemble pour qu'on arrive à ric-rac, quoi. 55, c'est vraiment quand même pas glorieux, hein. Alors que c'est criminel, l'Union européenne. C'est un projet terrible de domination absolue. Et les gens sont tellement mis la tête à l'envers dans les journaux, les télés, tous les jours, qu'ils croient que c'est bien. Et donc, avec les journaux, ils arrivent à nous mettre la tête à l'envers. Et donc, et avec l'initiative, ils vont jamais nous poser les questions qui fâchent et sur lesquelles nous pourrions enfin nous défendre. Donc, l'article 89 suffit pas. Et même l'article 3 qui dirait, pour l'instant, l'article 3 dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Ça commence vachement bien. Hein. La souveraineté nationale appartient au peuple. Qui l'exerce. Super. Par ses représentants. Oh. S'il exerce par ses représentants, c'est qu'il n'exerce pas. Donc c'est une arnaque. C'est un exemple académique d'arnaque, cet article. Et donc, qu'il exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Mais la voie du référendum, ce qui n'est pas dit dans cet article, c'est vraiment une arnaque absolue. Tout ce qui devrait être dit n'est pas dit. C'est vraiment un article mensonger, quoi. C'est un article trompeur. Il n'est pas dit dans cet article que l'initiative du référendum appartient au président ou aux parlementaires et qu'il n'appartient pas au peuple. Si c'était honnête, il dirait la souveraineté nationale n'appartient pas au peuple, mais elle appartient à ses représentants qui font ce qu'ils veulent, qui posent des questions qu'ils veulent, et c'est jamais le peuple qui a l'initiative des référendums. Voilà. Ce serait honnête de dire ça comme ça, mais ce sera jamais dit comme ça, parce que c'est eux qui l'écrivent. La proposition de modification de l'article 3 à laquelle pense Benoît, c'est de rajouter, c'est ce que suggère Yvan Bachot depuis des années, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, d'initiative populaire en toute matière. Mais il faut encore dire avec combien de personnes est-ce qu'on peut déclencher le référendum, combien de temps durent les débats, est-ce que des institutions peuvent se mettre en travers ou pas, est-ce que le Conseil constitutionnel peut se mettre en travers d'un RIC, est-ce que le Conseil d'État peut se mettre en travers d'un RIC, est-ce que le Parlement réuni en congrès peut se mettre, ou bien est-ce qu'il est écrit dans l'article 11, parce qu'il faut le barrer complètement, l'article 11, il faut le réécrire complètement, c'est pas long d'ailleurs, hein, mais il faut le réécrire pour dire une fois que le peuple a décidé par RIC quelque chose, aucune institution de la République peut se mettre en travers. C'est le peuple qui décide lui-même. Quand le peuple vote dans un référendum, il vote, ça veut dire qu'il décide. Il n'est pas en train d'élire, il est en train de voter. Donc il décide. Comme c'est lui le souverain, personne ne peut se mettre en travers. Le peuple n'a pas tort ou raison. Le peuple décide. Voilà. Et puis s'il s'aperçoit qu'il s'est trompé, à sa propre initiative, l'année prochaine, il va déclencher une initiative inverse pour corriger, parce qu'il s'est aperçu qu'il s'est trompé. Et le peuple lui-même corrigera ses erreurs. Hein. Il n'y a aucun problème. Le peuple sait bien qu'il va se tromper. Justement, c'est ça qu'il veut. Il voudrait enfin se tromper un peu, quoi, hein, parce que là, il y en a marre des erreurs des élus. On voudrait bien avoir des erreurs du peuple, et puis on va les corriger nous-mêmes. Donc, est-ce que la seule modification 89, non? Est-ce que l'article 3, oui? Et je dirais l'article 11 aussi, en plus. En plus, ouais, les 3 articles sont trop. Une autre question de Marco le Chevelu. Comment peut-on réussir à mettre en place le RIC à l'heure actuelle et quelles sont nos armes pour y arriver? Alors, le RIC, on ne nous le donnera pas. Ça ne sert à rien de le réclamer. On ne nous donnera pas. Si les parlementaires l'écrivent, ou si les ministres l'écrivent, si Macron l'écrit, ils écriront un fake, et vous n'aurez pas le RIC. Vous n'aurez un faux. Donc il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Il faut qu'on le veuille et qu'on l'écrive nous-mêmes. Donc il faut qu'on devienne constituant. Mais vous ne pouvez pas, comme de la même manière que vous ne pouvez pas dire « moi je veux jouer au foot » et puis vous ne voulez pas vous entraîner, donc vous voulez jouer sans avoir jamais joué, là vous allez vous prendre une raclée, quoi. Hein. Vous allez faire des bêtises. Il faudrait qu'on s'entraîne, quoi. Hein. Un peu comme on apprend à nos enfants à écrire. On leur fait faire des A, puis des B, ensuite on fait faire des mots, des phrases.
On y va progressivement jusqu'à ce qu'enfin ils écrivent des poèmes, des choses intéressantes, des choses importantes. Il faut apprendre. Et donc, c'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Il faudrait qu'on soit très nombreux à le faire. Alors, comment ça va se faire? La façon idéale que je vois, c'est que nous devenions, et il faudrait que nous arrivions à trouver pour ça, peut-être un artiste va trouver la façon de le dire qui réveille les gens, peut-être que Macron va faire quelque chose de tellement affreux que les gens vont s'occuper de ce sujet au lieu de s'en foutre. Il manque un réveil général un peu qui fait que tous les électeurs, tous les atomes électeurs, toutes les cellules électeurs deviennent des cellules citoyens, constituants, un peu comme les cellules d'une chenille. À un moment, c'est l'heure est venue, elles deviennent toutes des cellules de papillons, et au lieu de se couper en 2 cellules de chenille, elles deviennent des cellules de papillons. Ça change de... Et peut-être que voilà, peut-être ça va se passer comme ça. Et si nous sommes très 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 nombreux, parce que le mécanisme de contamination mutuelle, et ça y est, on a trouvé ce qui marche, ça va contaminer aussi la police et l'armée, et les juges, les gardiens de prison, les huissiers, tous les pouvoirs. Et la société va se transformer parce qu'elle le veut. Ce qu'un peuple veut, à mon avis, il l'aura. Le problème, c'est que nous ne le voulons pas pour l'instant. On s'en fout, quoi. On discute de sujets législatifs, on n'arrive pas à discuter de sujets constituants qui nous polariseraient bien mieux. Donc, mais en attendant, alors ça, il faut du temps, puisqu'il va falloir le temps qu'on devienne nombreux. Mais en attendant, il y a des RIC, on peut faire des RIC sauvages, hein, des RIC libres, des RIC, des référendums d'initiative citoyenne. Un RIC, c'est pas à l'initiative d'un maire ou d'un élu, c'est à l'initiative citoyenne. Donc on n'a pas besoin d'attendre que les élus nous en fassent. Il faut qu'on les fasse nous. Et ça le font déjà. À Saint-Clair-du-Rhône, ils ont déjà commencé. Et il y a plusieurs communes dans lesquelles ils commencent à organiser des RIC sauvages. C'est plus facile dans les petites communes, parce que les maires, très souvent dans les toutes petites communes, sont proches de nous, fraternisent volontiers, ils sentent bien qu'ils vont bientôt être détruits par le pouvoir central qui fusionne. Vous savez qu'il y a des communautés de communes qui font disparaître les communes, en fait, qui les font disparaître dans un grand tout. Et ça, c'est l'assassinat de notre principale cellule commune. La commune, c'est l'unité politique. C'est la cellule de base, comme la tribu dans la fédération iroquoise, la fédération des Indiens d'Amérique. C'était des centaines de milliers d'Indiens qui étaient réunis en une fédération de toutes petites cellules qui étaient les tribus, et ultra démocratiques. Vous devriez travailler ça, c'est passionnant. Hein. Et donc la commune, pour nous, c'est l'équivalent de la tribu. Bon, c'est plus grand quand même, hein, mais c'est ce qu'on a de mieux. Et les communes devraient être des communes libres qui se fédèrent en désignant des représentants auprès d'une fédération et en surveillant les représentants. C'est-à-dire que comme ça aurait été institué à la base par nous serions jaloux de notre souveraineté et nous ne la déléguerions que sous contrôle, en faisant vachement attention, en surveillant nos représentants et en les révoquant quand on n'est pas content. Et les maires qui sentent bien, des petites communes qui sentent bien qu'ils sont en danger, fraternisent volontiers avec la population et les aident à organiser leurs RIC sauvages. Et les RIC sauvages, ça nous permet à la fois de penser l'institution constituante du RIC et de l'appliquer. On l'utilise dans des sujets législatifs qui sont ceux qui nous intéressent dans la commune. Et nous nous entraînons à décider nous-mêmes de notre destin. Et si on a un maire qui nous aime bien, de qui on est proche, il y a 36 000 communes en France, c'est beaucoup. Et sur ces 36 000, il y en a 17 000 qui sont de moins de 500 personnes. 500 personnes, c'est tout petit. C'est tout petit, ça fait. Et donc, une petite équipe de 10 militants va pouvoir en porte-à-porte obtenir une majorité. C'est accessible, c'est accessible. Et donc là, si on a la majorité de notre petit groupe, de notre commune qui est en train de devenir une commune libre, on peut organiser, mais il faut le vouloir. Le fait de le vouloir, ça va tout changer. Vous entendez ça? On a l'impression qu'on est enchaîné. Vous connaissez cette photo? Elle est très très emblématique, très importante. Vous avez un âne ou un éléphant qui est attaché, et elle est attachée au pied d'une chaise en plastique. Une misérable chaise
qui est super légère. Mais en fait, il est attaché depuis qu'il est tout petit. Et en fait, il s'est habitué, il a perdu l'idée de résister. Et il ne sait pas qu'il pourrait très bien l'emmener comme un fœtus. En fait, c'est pas une vraie attache. Et notre constitution, c'est pas une vraie attache. C'est pareil, c'est un fait, c'est comme une prison, mais dont la porte n'est pas fermée à clé. Si on pousse la porte, on se barre. Vous m'entendez? Oui. On pousse la porte de la constitution, de la prison constitution. Si on pousse la porte, on s'en va. Elle n'est pas fermée à clé. C'est juste, on pousse pas. Pour l'instant, on s'en occupe pas. On tourne le dos pour l'instant à la porte. On regarde par la fenêtre où il y a les barreaux. Et on est là à s'engueuler. Ouais, voilà ce qu'il faut faire quand on sera dehors, libre. Et on regarde dehors et on dit, ouais, quand on sera dehors, il faudra aller à droite. Non, t'es con. Si on sort, il faudra qu'on aille à gauche. Salaud, pas du tout. Il faudra aller à droite. Non. Et on est là à se disputer dans la prison, comme si on était libre. On discute comme si on était libre, alors qu'on est en prison. Et on se préoccupe pas de sortir. On n'est même pas foutu de faire une alliance avec nos coprisonniers pour s'évader, parce qu'il faut être nombreux à pousser cette fichue porte qui est trop lourde. S'il y a que les gens de gauche qui poussent la porte il y a que les gens de droite qui poussent, elle s'ouvrira pas. Il faut que les humains qui aspirent à la souveraineté populaire poussent ensemble cette fichue porte en disant on veut une autre constitution. On veut l'écrire nous-mêmes. Et puis, avec ça, on verra ce qu'on fait. On verra si on ira à gauche ou à droite, suivant le système que vous aurez pensé. Si vous avez prévu un système partisan comme le nôtre, avec l'élection, vous allez avoir à nouveau les partis, on sera libérés, on aura la souveraineté, mais vous allez avoir à nouveau les partis, et un coup, ce sera un parti de gauche qui va prendre le pouvoir, il va tout décider, il va écraser les gens de droite, ou bien c'est les gens de droite qui vont gagner les élections, ils vont prendre tout le pouvoir, ils vont avoir des politiques de droite, ils vont écraser les gens de gauche. Alors que si quand vous réfléchissez aux institutions, vous dites, on en a marre de l'élection, 200 ans d'élection, ça suffit, quoi. Hein, ça polarise tellement, ça nous jette les uns contre les autres, on n'arrive pas, on voit ceux de l'autre camp comme des ennemis en tout, presque des bêtes qu'il faudrait tuer. Au lieu de ça, au lieu de l'élection, c'est l'élection qui fait les partis, au lieu de l'élection, on choisit le tirage au sort, parce que les lois, c'est pas les tirés au sort qui vont les voter, les tirés au sort, ils vont nous les préparer. Écoutez bien ça, hein. Je vous propose un truc. Hein. Dans une constitution d'origine citoyenne, il n'y a plus d'élection. Il peut y avoir l'élection peut-être pour certaines charges sur lesquelles il faut une compétence. Mais pour la politique, il n'y a plus d'élection. Parce que c'est les citoyens qui vont décider. Mais ils n'ont pas le temps de tout faire, ils ne vont pas tout faire. Et en fait, on va arrêter d'élire, on va tirer au sort. Et on va contrôler les tirs au sort. Hein. Tirs au sort, on ne va pas les laisser, on ne va pas leur donner le pouvoir qu'on les élit aujourd'hui. Hein. Les tirs au sort, ils vont nous préparer les lois. Ils vont nous les présenter. Il y a ceux qui étaient majoritaires dans la chambre tirée au sort qui vont présenter la loi aux citoyens, à nous, sur une chaîne, la chaîne de télé du référendum. Ils vont nous présenter avec les arguments pourquoi ils veulent cette loi. Il y a ceux qui sont tirés au sort et qui étaient contre cette loi, qui vont présenter les arguments contre, et on va les voir s'empailler. On va avoir des conférences des uns, des conférences des autres, puis ensuite on va avoir des pugilats, bienveillants, hein, mais bon, avec des disputes, hein, il y a des conflits. Hein. On va les voir se disputer, et on va les voir comme ça pendant des mois à la télé. Et après des mois, à les avoir vus discuter, on va nous appeler, nous, à voter. Et c'est nous qui allons voter. C'est une autre façon de faire qui fait que, écoutez bien, sur une loi, je sais pas, l'avortement, le nucléaire, c'est quoi les sujets qui vous font peur? La peine de mort, les étrangers, oui. La sécurité sociale, le statut des fonctionnaires, vous prenez tous les sujets législatifs. On ne manque pas de sujets législatifs hein, pour diviser. Et imaginez que de temps en temps, vous allez perdre. Mais ne me dites pas que c'est affreux. Pour l'instant, on perd tout le temps, partout, sur tous les sujets. Donc, de temps en temps, vous allez perdre. Il y a des gens, si vous êtes droite, vous allez voir des projets de gauche qui vont passer, des lois de gauche qui vont passer. Puis si vous êtes de gauche, vous allez voir des lois de droite qui vont passer. Mais vous n'allez pas perdre tout le temps. Vous allez avoir des sujets sur lesquels vous allez gagner, d'autres sur lesquels vous allez perdre, mais vous allez arrêter de tout perdre quand vous avez perdu une élection. Les gens normalement constitués, c'est-à-dire qui ne sont pas candidats, qui ne sont pas élus, qui ne sont pas au pouvoir, qui ne sont pas en train de se goinfrer grâce au système de domination actuel, les gens qui veulent sortir du système, ça, ils comprennent vite ce que je viens de dire. Et si vous voulez, il faut quand même être capable, temporairement, comme ont fait les communistes et les gaullistes. Les gaullistes, De Gaulle était maurassien, c'est d'extrême droite. Les communistes, c'est d'extrême gauche.
Et ces gens-là se sont mis ensemble pour se battre contre l'occupant et le fouetter ensemble pour survivre. Eh bien, on pourrait faire pareil en disant, le temps d'écrire une constitution d'origine citoyenne, on va le faire ensemble. Après, on va pas avoir les mêmes projets, mais bon, on verra. On va mettre en place un système qui nous permet de voter les lois nous-mêmes et avec un pouvoir populaire. On va mettre en place un RIC. On va mettre en place un système, prendre la main sur nos représentants. Il faut se mettre ensemble et il faut surtout s'occuper de constitution. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Moi, je suis pas devin, j'en sais rien. Tant que les gens vont oublier, il se passera rien et on va continuer à se faire écraser. Ça, c'est à peu près certain. S'il y a une assemblée constituante qui est élue, c'est foutu. C'est foutu. Si on élit l'assemblée constituante parmi des candidats qu'on peut aider, comme aujourd'hui, là, ceux qui ont les moyens d'aider, les Dassault, Pinault, Lagardère, la compagnie, ils vont aider leurs candidats, ils vont gagner. Donc, ils vont passer tout le temps à la télé, et c'est eux qui vont être élus en majorité. Bon, il y aura un Ruffin, il y aura un Mélenchon, qui à droite, il y aura Dupont-Aignan, enfin, je sais pas, il y aura des résistants, mais qui sont minoritaires, donc en fait, ils changent rien. Mais on aura à nouveau une constituante faite de voleurs de pouvoir, et qui vont écrire une constitution qui est la même qu'aujourd'hui, enfin, une même merde, enfin, anti-populaire, quoi, antidémocratique, qui nous tient à l'écart. Il ne faut pas que l'Assemblée constituante soit élue. Il faut qu'on écrive, nous, la Constitution. Tout à fait. Du coup, on va passer sur la troisième question. Il nous reste que quelques minutes. Allez, 3 minutes, Étienne. On va prendre une dernière question. Un corps médical intègre accompagné d'avocats pourrait-il constituer un contre-pouvoir? C'est une question de Baïzel Isabelle. C'est pas eux qui ont le pouvoir, hein. Un corps médical non corrompu, des avocats intègres, c'est-à-dire non corrompus. Alors, un corps médical intègre accompagné d'avocats. Voilà. Ben oui, on va essayer, parce qu'en fait, il y a encore un état de droit un peu très, très en danger. Hein. Et quelqu'un comme l'avocat qui s'appelle Brusa, Carlo, je crois, Brusa, je trouve Alberto. étonnant ce gars. Comment Alberto Brusa, peut-être, ouais. Je me souviens plus. Oui. J'ai vu 2-3 vidéos de ce gars-là. De ce que j'ai compris de ce qu'il dit, il est étranger, mais il travaille en France énormément, et il se défend pour nous, défendre. Il se défend bien. Je trouve que c'est assez remarquable ce qu'il fait, ce gars-là. C'est pas parfait, mais c'est vachement bien. Je trouve que c'est courageux. Et il y a plusieurs avocats qui se mobilisent bien pour défendre le peuple contre ce qu'on est en train de lui faire. C'est difficile de savoir si ça va marcher parce que au sommet de la pyramide du droit, bon, il va peut-être y avoir des tribunaux qui nous donnent raison. Mais au-dessus, il y a des tribunaux hiérarchiquement supérieurs comme la Cour de cassation, ou le Conseil d'État, ou le Conseil constitutionnel, et qui peuvent désarmer nos résistances juridiques avec une injustice crasse, mais c'est eux qui sont aux manettes et nous leur obéissons. Nous leur obéissons. C'est fou quand même. Hein. Cette constitution, entre guillemets, moi je ne l'appelle plus constitution, c'est une anti-constitution. Au lieu d'être une protection, c'est une prison. Donc je l'appelle pas constitution, c'est une fausse. Elle ne nous constitue pas en peuple, elle nous destitue en électeurs, elle nous ravale au rang dégradant d'électeurs. C'est-à-dire qu'on est juste bon à désigner des maîtres, et nous sommes interdits de décider quoi que ce soit. Ça, c'est humiliant. C'est vraiment, il faut pas l'appeler constitution, c'est un fait. Je sais plus ce que j'étais parti pour dire, j'ai perdu mon fil. Oui, nous acceptons d'obéir à une anti-constitution que nous n'avons jamais signée. On n'a jamais signé, moi. Moi, quand je suis devenu majeur, elle a été écrite depuis 16 ans. J'ai pas écrit ce truc-là, je l'ai pas voté, et toute ma vie j'ai subi sa tyrannie, alors que les gens qui l'ont écrite, et même les gens qui l'ont votée, le jour du référendum, ils sont tous morts. Moi, j'étais né en 58, mais quand t'es né en 58, ceux qui ont voté en 58, qui avaient 18 ans en 58, ben, ils sont très très vieux aujourd'hui, hein. Et donc,
Les gens qui l'ont écrite sont morts. Les gens qui l'ont votée sont morts. C'est totalement tyrannique. C'est le régime parlementaire le plus tyrannique au monde. La Constitution de 58, aux États-Unis, le président de la République américaine, s'il a le Congrès contre lui, il est constamment embêté. Il peut pas faire ce qu'il veut. Et le Congrès non plus peut pas faire ce qu'il veut. Le président a un droit de veto. Donc il se limite vraiment. Mais chez nous, il n'y a pas de limite. C'est terrible. Comme ce que je vous ai dit au début, c'est super important. Hein. La façon dont le Parlement est asservi à l'exécutif. C'est une tyrannie, ça. J'en veux aux intellectuels de mon pays de minauder, d'avoir des pudeurs de gazelle, comme dit Mélenchon, de pas oser dire quoi qu'on est en tyrannie, comme si c'est quoi, c'est dans les salons, c'est mal vu parce que c'est trop brutal, mais comme si la situation n'était pas brutale, enfin quoi, c'est vraiment mou du genou, quoi, c'est vraiment... Je sais pas si tu as lu le dernier, le tract de Barbara Stiegler, justement. Super. Faut lire ça, elle est vachement bien. Hein. Ben voilà, et c'est des personnes comme ça. Elle est vraiment bien, cette hein. Bien. C'est au vitriol, son truc, c'est bien. Hein. Ouais, très bien. Bah, du coup, on va finir sur cette. Comment de lire ça? Encore. Ça. Les censeurs contre la République. Sur la liberté d'expression, c'est Jean avec qui je vais débattre dans 2 jours. Et il a écrit un très bon bouquin qui s'appelait La République des censeurs et qui est réédité maintenant parce que réédité et enrichi, Les censeurs contre la République, et dont j'ai fait la préface. Je fais la préface d'une 60aine de pages là-dedans, que je vais publier, c'est un vrai petit bouquin, et que je vais publier sur mon blog. Sur la liberté d'expression, c'est super important ce qui est dans ce bouquin. Sur les fondements, pourquoi nous devrions défendre la liberté d'expression, y compris et surtout des gens qu'on n'a pas envie d'entendre. Là, il y a une démarche, une réflexion scientifique. Il y a des raisons puissantes, objectives, j'allais dire irréfutables, peut-être, essayez de les réfuter si vous voulez, ça m'intéresse que vous essayez de les réfuter, mais il me semble irréfutable, il me semble très puissante de défendre la liberté d'expression totale. Je vous recommande ce bouquin, c'est un vrai bon bouquin. Bon, j'ai beaucoup trop parlé, je suis désolé. Non, on a l'habitude, mais c'est très bien parce qu'à chaque fois c'est et puis là en plus tu nous as donné pas mal de références de livres et c'est bien de pouvoir creuser les questions et justement pour être éclairé, comme tu dis, il faut le travailler aussi, ça se travaille, il faut se confronter à d'autres idées, il faut pas rester cadré sur ce qui nous est imposé par l'ordre. En fait, il faudrait, ce qui serait bien, mais ils n'acceptent pas, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont peur, mais ce qui serait bien, c'est que quelqu'un qui défende le gouvernement représentatif, quelqu'un qui le défend mordicus, quoi, il y tient, il trouve que le tirage au sort, c'est pas bon, la démocratie directe, c'est dangereux, qui trouve que vraiment le système actuel est bon, il faudrait que quelqu'un qui défend ses points de vue accepte d'en débattre loyalement, quoi. Il faut pas qu'il soit 4 et moi tout seul, et puis qu'il parle tout le temps et qu'il ne laisse pas parler. Il faut qu'on arrive à échanger, mais avec bienveillance. Hein. Moi, j'ai des amis chers qui ont peur de la démocratie directe et qui défendent le gouvernement représentatif. Mais la confrontation des arguments est merveilleusement pédagogique. C'est comme ça que les gens progressent et comprennent les tenants, les aboutissants et se font leur opinion et finalement fabriquent une opinion digne de ce nom. J'ai eu un échange comme ça, et personnel et fondé, et d'autant mieux fondé qu'ils ont entendu les points de vue avec lesquels ils ne sont pas d'accord, mais ils les ont bien compris.
Ils ont intégré, ils seraient capables d'expliquer à un enfant le point de vue de leurs adversaires. Quand on a bien été éclairé, on devient capable, quand on résume la situation, de dire lui il pense comme ça, et on le résume honnêtement, sans le caricaturer, sans le déformer. On dit vraiment ce qu'il pense à sa manière, comme si on était lui pendant un moment. Le temps de le dire, on le dit comme si c'était lui qui le disait. Et malgré ça, malgré le fait qu'on a bien compris, on est resté sur cette position, on a pris une position qui est inverse, mais là, on a une opinion éclairée, complète, là. Et ça demande une mise en scène des conflits, ça demande des débats contradictoires. Et les journalistes de mon pays, les intellectuels de mon pays, qui me refusent ces débats, en disant que je suis pas l'extrême droite, je suis pire que l'extrême droite. L'extrême droite, elle est partout. Mais Chouard, non, Chouard, c'est encore plus dangereux. Alors que je défends la démocratie et je demande à confronter les points de vue, confronter les peurs. Moi, j'ai peur des systèmes antidémocratiques. Et celui qui aime le gouvernement représentatif, il a peur de la démocratie. Et ces peurs, elles peuvent se confronter de façon bienveillante. Moi, je suis prêt à reconnaître que je me suis trompé. Il faut me le démontrer. Il ne faut pas me l'imposer. Il ne faut pas me dire vous êtes un conspirationniste, un terroriste, je sais quoi. Ça suffit pas de m'insulter. Il faut me le démontrer et on va discuter point par point. Mais ça va être, même si on n'arrive pas à se convaincre, le fait d'exposer de façon bienveillante et contradictoire et à la loyale les points de vue opposés, c'est très éclairant pour tout le monde, ça. Très utile au bien commun. S'il y en a parmi ceux qui nous écoutent qui veut bien faire ça, ce serait intéressant. Ouais. On pourrait proposer effectivement de trouver quelqu'un qui pourrait débattre effectivement un gouvernement représentatif et Étienne Chouard, et puis on voit ce que ça donne. Voilà. Non, il ne devrait pas avoir peur. Tout à fait. Écoute, on n'a pas parlé du MCP. Hein. On n'a pas parlé du MCP. Tu veux parler du mouvement? On peut en dire deux mots. L'idée du MCP est chouette. C'est une alternative à ce que je fais. Moi, je défends l'idée que nous écrivions nous-mêmes la Constitution et que nous le faisions dans une assemblée constituante tirée au sort. Je défends cette idée-là depuis 15 ans. Et ces jeunes gens sont en train de me transformer. Hein. Je change d'avis. Je trouve que leur avis est bon. Ils disent une assemblée constituante tirée au sort, c'est possiblement, probablement la meilleure des solutions, mais ça fait peur aux gens, puisqu'il faut qu'on soit très nombreux à vouloir ça. Il faudrait qu'on soit très nombreux à être convaincus assez rapidement. Or, le tirage au sort, on n'a tellement pas parlé de ça quand on était petit. C'est tellement nouveau que ça fait peur, on a peur de l'inconnu. Il faut quand même quelques heures, le temps de travailler pour s'apercevoir que mais elle est géniale cette idée. C'est que des avantages, c'est fou. Le tirage au sort, c'est magnifique comme idée. Mais il faut y travailler pour s'en apercevoir. Et je vois bien, depuis 15 ans, que c'est pas si facile de convaincre les gens. Donc c'est l'idée de ma thèse qui est une assemblée constituante ne devrait pas être élue, elle devrait être tirée au sort. Elle a du mal à progresser et les gens du MCP disent avec le RIC constituant, on a une idée que les gens connaissent. Depuis les Gilets jaunes, tout le monde connaît le RIC. En tout cas, vraiment beaucoup de gens connaissent le RIC. Et le RIC constituant, c'est facile d'expliquer ce que c'est facile de comprendre ce que c'est. Et ça va nous permettre de modifier la Constitution, non pas tout en bloc, en perdant tout et en ayant un truc nouveau qui peut-être est dangereux. Non, au lieu de ça, modifier un truc à la fois. On va faire un RIC sur un point, un autre RIC sur un point, un autre RIC sur un point, et nous allons modifier notre Constitution de notre propre initiative, et c'est nous qui allons voter, mais une chose après l'autre, progressivement. Et ça, disent les gens du MCP, dont je fais partie, parce que maintenant je les défends, je trouve que c'est une bonne idée, ça vaut le coup de la défendre, ça vaut le coup de se battre pour cette idée. En défendant l'idée prioritaire, on veut écrire nous-mêmes le RIC constituant, en faisant bien attention à l'indépendance des médias, parce que s'il n'y a pas les médias indépendants, les médias vont nous faire voter par RIC le contraire de nos intérêts, vont aller contre nos intérêts. Donc,
il faut que ce soit un RIC écrit par nous-mêmes dans lequel il y a l'indépendance des médias. Si on se concentre là-dessus, on va tout changer. Parce qu'on va réunir des gens de gauche, de droite. Et c'est une bonne idée, je trouve. Voilà. Donc, j'espère que ça grandira. C'est une idée qui grandira, mais ça ne se fera pas par un sauveur. Il faut que tout le monde s'y colle. Ben justement, il faut inviter les gens là qui nous suivent et qui, j'espère qu'ils sont encore là depuis le début, de pas hésiter à consulter le site internet du mouvement constituant populaire et de s'inscrire, d'indiquer son code postal pour pouvoir intégrer le maillage, faire partie des maillets et territorialement pouvoir se regrouper et justement faire des actions en vue de promouvoir le RIC constituant, faire des RIC sauvages, voilà, toutes ces actions qui voilà, les RIC libres et de l'éducation populaire aussi autour de le pouvoir constituant au peuple, la démocratie, toutes ces valeurs que justement on essaie tous, on converge tous sur ces valeurs qui sont fondamentales. Voilà. Écoute, il est franchement, merci beaucoup. C'est une première pour moi. J'espère que j'ai pas été trop maladroite. Je t'ai pas beaucoup laissé parler. Non, c'était pas le but, c'était pas l'objet. Je devais te poser les questions, pas y répondre. Merci aussi à toute l'équipe, aux copains qui ont travaillé en coulisses merci à tous ceux ce qui soir. ont organisé ça, ouais. Oui, tout à fait. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mercredi 10 février à 21h15, le MCP continue et ce sera au tour de Fabien Moine de recevoir Charles-Henri Gallois et Jacques Nikonov pour une nouvelle série de questions convergence constituante. Ils sont très intéressants, ces deux personnages-là. C'est des gens. Ils vont continuer apparemment leur discussion qu'ils avaient entamée lors de la convention citoyenne la dernière fois. Et merci à tous. Merci. Bonne soirée et merci à tous.